Bonjour, nous sommes présentement ici dans une discussion avec Paul Ruban, le traducteur, et Derek Mascarenhas, l'auteur de Coconut Dreams. Je m'appelle Mishka Lavigne, je suis la nouvelle directrice de collection de la collection Vertiges, Traduction aux Éditions l'Interligne. Aujourd'hui, ceci est une discussion bilingue pour parler de la sortie de La neige des cocotiers, la traduction de Coconut Dreams qui est sortie cette semaine, le 20 octobre, aux éditions l'Interligne. Les éditions l'Interligne voudraient reconnaître l'appui financier du Gouvernement du Canada par le biais du programme de traduction du Conseil des arts du Canada pour la discussion d'aujourd'hui. Alors, je me présente, donc je suis Mishka Lavigne, la directrice de la collection Vertiges Traduction. Je suis aussi autrice et traductrice littéraire, moi aussi. Donc, on vous présente aujourd'hui cette discussion avec notre premier titre de cette nouvelle collection qui est née en 2020 aux éditions l'Interligne. Donc, cette année, l'année 2021-2022, c'est nos premiers titres de la collection qui vont sortir. Et le tout premier, donc La neige des cocotiers, une traduction de Paul Ruban de Coconut Dreams de Derek Mascarenhas, qui a été publié en avril 2019 chez Book Hug Press à Toronto. Alors, je vous présente Derek et Paul qui sont avec nous aujourd'hui. La neige des cocotiers est disponible depuis le 20 octobre en librairie. Alors, premièrement, Derek Mascarenhas is a graduate of the University of Toronto's School of Continuing Studies Creative Writing Program. He's also a finalist and runner-up for the Penguin Random House of Canada Student Award for Fiction and a nominee for the Marina Nemat Award. His linked story collection, Coconut Dreams, was called a stunning debut in Quill and Quire's Starred Review, and the Globe and Mail named it one of the best reads from Canadian small presses. Et je vous présente aussi le traducteur Paul Ruban. Donc, Paul est auteur, scénariste et traducteur littéraire. Ses nouvelles et poèmes sont parus dans des anthologies et des revues telles que Les Écrits, Moïbus, XYZ et Zinc. Son premier recueil, Crevaison en corbillard, publié chez Flammarion au Québec, lui a valu le prix Trillium en 2020. Il a récemment signé la traduction française de Coconut Dreams de Derek Mascarenhas publié chez Book Hug en 2019, donc la traduction chez l'Interligne, ainsi que les traductions françaises et anglaises de 3 poètes allemands contemporains dans le cadre de l'installation Cœur présentée à la Foire du Livre de Francfort. Paul a aussi collaboré au sous-titrage de projets, entre autres pour Arte, CBC Radio-Canada et le Festival international du film de Toronto, donc le TIFF. Donc, on va commencer avec une première question pour Derek. So the first question is for Derek. What was your inspiration for Coconut Dreams? So in the collection, we are following characters from the same family before they come to Canada and after. But more specifically, we're following the story of Ali and Aiden, who are children throughout the book. So 2 children born in Canada from Goan parents. So how did this story and this structure came about to you? We've spoken of this linked short story collection. So how did this come about? Sure. So maybe we can just start with a thank you. Thank you so much to Mishka and to Paul just for all your hard work in making this happen. And I know there was a lot of care put into it, and I'm just really excited to share this with French readers. So thank you, first off. In terms of inspiration, I think to start with, it starts with family. This book it's fiction, but it's set in a world that the world that my siblings and I grew up in and that we know very well. I grew up always loving stories, and both like
stories told orally from family and as well as reading. But I think there was something that I didn't find in stories. Like I didn't see myself represented in stories often growing up. And like I had seen Canadian literature represent the suburbs in stories, but it wasn't the suburbs that kind of reflected my reality or the reality of other people of color. So I, showing that and trying to capture that was part of the motivation in this collection. And I think you asked about structure as well. It's funny because a lot, the question I got most often was, why didn't you write a novel? And I think, well, part of it is I love short stories, the art form. And this book isn't, it's, I think, at least I feel it, I was able to do more with the structure it's in, just because there's 17 stories, each one has its own kind of feel and arc, and I was able to experiment with different forms in the collection, but then hopefully like adding them all up together, they add to something bigger, and there is a larger arc there as well. That's very interesting, and it is like a very poignant representation of suburbia as well. There's something so suburban about it that's so interesting, and there is like this universe that can be so fascinating when you're a child, of like all your friends are close by and you're all living in this suburban environment. Donc, c'est ça, juste pour résumer rapidement ce que Derek a dit. Donc, l'inspiration principale de l'histoire, c'est vraiment une histoire de famille. Donc, de représenter dans le recueil de nouvelles un peu ce qui serait sa famille à lui, donc même si c'est de la fiction. Donc, comment être une personne racisée qui habite dans un environnement de banlieue. Donc, ce serait la banlieue que lui connaît à l'intérieur du recueil. Puis par rapport à la structure, Derek fait remarquer qu'on lui a souvent demandé pourquoi il n'avait pas plutôt écrit un roman plutôt que ces nouvelles-là qui sont quand même liées entre elles, qui ont vraiment un arc qui passe à travers tout le recueil. Sa réponse à ça, c'est que dans le fond, ça permettait un petit peu plus d'expérimentation. Donc, les 17 nouvelles du recueil ont toutes sortes d'inspirations différentes, toutes sortes de styles différents, mais peuvent être quand même considérées comme faisant partie d'un ensemble plus large. Donc, ce qui est très intéressant. Le recueil, La neige des cocotiers, vient vraiment se lire comme si on avait un arc principal à travers toute l'histoire, mais qu'on peut avoir vraiment toutes sortes de choses très différentes. Donc, la première des nouvelles, qui est la plus longue, si je ne me trompe pas, c'est un genre d'histoire de fantôme. Puis là, on passe vers complètement autre chose. Donc, il y a vraiment des très belles choses dans les marques de style de La neige des cocotiers. Thank you, Derek. So, our next question is for Paul. La prochaine question est pour Paul. Changer de page. Alors, comment ça s'est passé pour toi, le processus de traduction de La neige des cocotiers? Est-ce qu'il y a des difficultés qui ont été rencontrées? Comment ça s'est passé? Oh, ma foi, grande question. Mais tout d'abord, je dois dire que c'était à la fois un énorme privilège et une grande responsabilité aussi de m'atteler à cette traduction, une double responsabilité en quelque sorte. De un, parce que c'était ma première traduction littéraire, et aussi parce que la réalité culturelle indo-canadienne que Derek décrit si bien dans le livre n'est pas la mienne. Donc, c'est impératif que j'approche ce projet en redoublant de sensibilité, d'humilité, en mettant mes gants blancs de traducteur et en essayant de comprendre chaque nuance culturelle jusque dans les moindres détails. C'est très important. Un exemple, par exemple, le livre est parsemé de mots en hindi et en konkani, des langues de l'Inde. Et c'était évident pour Derek et moi, dès le début, que c'était essentiel qu'on préserve ces mots dans leur langue d'origine dans le texte. Mais un des défis, c'était bien sûr de bien s'assurer
que le sens des mots soit clair dans leur contexte pour un public francophone. Avant de commencer la traduction, Derek et moi, il y a presque un an déjà, un peu plus d'ailleurs, j'ai demandé à Derek s'il avait un souhait ou une exigence particulière par rapport à cette traduction. Et il m'a dit, en fait, comme les enfants de la famille Pinto, Ali et Aiden, donc sont très, très présents dans le livre, il tenait à ce qu'on sente dans les dialogues l'oralité, le parler naturel des enfants. Et en fait, c'est une très belle contrainte, à vrai dire, avec laquelle je me suis énormément amusé. Et même que Derek m'a envoyé un tableau Excel des âges d'Ali et Aiden au fil des années, où les personnages évoluent sur une période de 20 ans, de 1994 à 2006. Parce que c'est sûr que Ali a 7 ans en 4e année en 1994, ben c'est pas la même Ali à 19 ans en première année d'université en 2006. Donc, Non, le langage évolue au fil des années. Et, le langage évolue aussi dans le recueil, dans la traduction. Bon. Je crois que ça, c'est vraiment un défi relevé avec brio. Ben, écoute, merci, Mishka. Mais c'est une belle contrainte, en fait. Puis, et c'est en quelque sorte libérateur parce que je pense que on est tous capables. Ben, voilà, on se rappelle, il fallait juste faire un genre de voyage dans le temps de OK, comment est-ce que je disais ça dans la cour d'école quand j'avais 7 ans? Puis en plus, bon, j'ai passé une partie de mon enfance, ben, j'ai grandi en Ontario français. Burlington, j'ai grandi dans une banlieue de Toronto et à Ottawa aussi. Et donc, c'est ça. On dirait que la banlieue de Burlington que Derek met en scène, ça me parlait, puis je me sentais très à l'aise, du moins pour le parler des enfants qui sont nés au Canada, de trouver des équivalences franco-ontariennes, entre guillemets, pour leur parler à eux. Il fallait un autre petit défi, c'était d'être sensible aux besoins de nuancer et d'adapter intelligemment le parler des différents personnages dans l'ensemble du recueil. Je pense à la nouvelle 2 îles, par exemple, campée dans les îles Andaman, dans l'océan Indien, qui met en scène un jeune couple de Britanniques. Et ça n'avait pas de sens de rendre leur dialogue en franco-ontarien. Et donc, j'ai opté pour un français plus de France, si on veut, pour ces passages-là. Donc, voilà quelques exemples de défis qu'on a eu. And maybe now a question for the both of you, une question pour vous deux. Il y a eu beaucoup de collaboration, en fait, entre vous deux lors du processus de traduction. Donc, comment ça s'est passé? Comment est-ce que vous croyez que cette collaboration-là a amené la traduction un petit peu plus loin? So there was a lot of collaboration between the two of you while this book was being translated. How did that come about? How did that take place? And how do you feel this collaboration brought the translation further, perhaps? Derek, do you want to? Sure. It was a lot of emails. A lot of emails. I apologize, but no, it's okay. It happens. It's amazing what you can do by email. And it was an interesting experience overall, just because the questions that came up, I never would have imagined that those would be issues, or that would be the concern with certain words or with certain certain aspects of the stories. So yeah, it was a lot of emails. It did really help. At one point we had a Zoom call. And I think that this was it was right. I think it was right in the heart of the pandemic too. We couldn't meet physically. Yeah. And I think after that many emails, and just being able to see the person's face and hear their voice, and that really helped. Just to hear where they're coming from and what they're kind of who they are as
as a person, that really helped. And then eventually, like we did end up getting, when Paul was in Toronto, we did actually get to meet in person in a park. So yeah, that helped it as well. But I'd say like it was pretty minimal on my end. It was just kind of answering like these random questions. But so I like all the credit goes to Paul. Sorry? I felt en français rapidement. Oh yeah. I'll start in English. As Derek said, we were. It was lots of emails, to the point where sometimes I was writing him 2-3 times a week, and I'm like, I'm sorry to bug you again, Derek, but what did you mean in so and so paragraph on page 62? I know that some translators. I think the pandemic made everything a bit. I would have, for instance, I think of the collaboration between Ariane Desrochers and Joshua Whitehead, who she spent a week together. I think it was in Calgary, if I'm not mistaken, or Winnipeg, where you can switch to French if you you don't have to. Donc, beaucoup de courriels, c'est ça. Mais tout ça pour dire on était en contact étroit et régulier pendant un an. Je bombardais le pauvre Derek. Puis pendant un an de pandémie, ça, c'est sûr. Oui, c'est ça. Mon modus operandi, c'était dès que j'avais le moindre doute par rapport à un passage, je lui envoie un petit courriel. Et puis c'est ça, comme il y a eu un Zoom initial. Puis on s'est rencontrés en fait en personne, à distance, au parc Christie Pitts à Toronto vers la fin. Oui, je me souviens quand tu m'avais envoyé la photo. Donc la photo de vous deux, vous étiez en vélo, puis j'ai trouvé ça très drôle. I remember when Paul sent me the picture of the both of you, you know, wearing your bike helmets in the park. Yeah, so fun. We're two. It's an awkward photo because we're 2 meters from a social distance, but in the photo, so we're like. Oui, donc c'est ça, une belle collaboration, en fait, beaucoup de travail collaboratif. Puis il y a quelque chose de vraiment plaisant d'en traduire des auteurs vivants aussi, de pouvoir avoir cet échange-là. Moi, en tant que traductrice, j'ai traduit des auteurs vivants, mais j'ai aussi traduit des auteurs qui étaient décédés. Puis c'est quand même plus le fun de travailler avec des auteurs vivants, d'avoir cette connexion-là, parce que la traduction, c'est vraiment un partage, c'est vraiment une rencontre. Puis là, c'est vraiment une vraie rencontre. Donc, quand on peut être ensemble. So, question for Derek. So, oftentimes being translated, you can gain a new perspective into your work or your writing from the questions or the thoughts that your translator brings to you. So because translation is very detailed work, sometimes you need to answer questions that are maybe a little too detailed, or maybe things that you didn't think about how it would be received or how it would be perceived. So did that happen to you? Did you gain any new insights or any new thoughts into what you wrote? Yeah, there was also a time too, because you published it in 2019, then this all started in 2020, 2021. For sure, there was there was a bit of a distance from the book, because the 2019 year was just kind of all over the place, and then it was nice to kind of revisit the stories, like seeing them it was almost seeing them from a fresh like set of eyes. Yeah, I think it was really interesting what questions came up and what questions I could answer and what questions I couldn't answer. Some of them, like in terms of like, I remember Paul and Leaves was one story where Paul was asking about the ending, and I kept on feeling like in that case, like there's certain cases in the book where I wanted the ending to be, or I wanted it to be left open, so I couldn't really, in the French version, I didn't want it also to be kind of explicit, and so there's certain cases where it, hopefully the meaning still translated. But yeah, just lots of little things, like Paul asked about like a football, where I said like football sized coconuts, and then he's like,
Champions League football or like like NFL football. And like I didn't even like think about that. So it's like, no, it's like American football size, like a coconut. Yeah. Lots of little things like that. And Paul was really good with obviously there's a ton of words and like Hindi words and like just things that come up in conversation. And with those, Paul was really good about it. Like I kind of wanted to, some of them like they just don't have there isn't a translation or like even like in Goa in that village where a couple of those stories are set. There's these little red stones. They're called shankari, and I remember Paul asked a few times like what he was trying to get get that like nuance of the stones. But in the end, like that's kind of like the word. There isn't that's the word for them, right? And if I can just hop in, what I love is that I feel that you got to go French. Oh, pardon, sorry. I'm so confused. Ça va être ce genre de non, mais c'est discussion. ça justement le mot. Ben, en tout cas, ce qui est bien, c'est que ça c'est grâce à l'écriture de Derek, c'est qu'on comprend dans le contexte d'une phrase ou d'un passage souvent le sens d'un mot sans devoir le traduire explicitement. Non, donc, sans devoir le traduire, sans devoir même ajouter une note en bas de page ou quoi que ce soit. Le contexte est clair, Oui. Donc, les ksinkari, on comprend que c'est des petits cailloux rouges typiques de la région de Goa. Et puis voilà, il n'y avait pas besoin d'un mot français, en fait. On a regardé le mot ksinkari et on comprend. Et puis, il y avait plein de moments comme ça par rapport à certains desserts. Par exemple, le fulfuli, le kalubodio, autour de mets ou de plats où on comprend implicitement ce dont on parle. Oui. Une chose qu'il faut dire aussi avec la neige des cocotiers, c'est qu'il y a énormément de mentions de nourriture dans le livre, donc ça donne vraiment Ça donne envie faim. de manger, oui. So this book makes you hungry. There's a lot of references to food. When I read it for the first time, I was like, I want it all. Donc, une question pour toi, Paul. Donc, toi qui es aussi écrivain, qui écrit aussi des nouvelles, donc ton recueil Crevaison en Corbière qui a remporté le prix littéraire Trillium en 2020. Est-ce que tu crois qu'écrire des nouvelles a fait de toi, disons, un meilleur traducteur pour ce recueil-là? Donc, est-ce que c'est une genre de même sensibilité en français et en anglais? Bonne question. On décrit souvent le format de la nouvelle comme l'art de la chute, dans le sens où tout se tient dans un dénouement bien ficelé, bien amené. Et Derek en est un maître qui réussit à boucler avec brio ses nouvelles avec énormément de doigté, de façon souvent très poignante, très subtile et inattendue. Et donc, c'est vraiment, moi, j'en suis pour rien, c'était vraiment l'écriture de Derek. Cela dit, je pense que mon background de nouvelliste m'a sensibilisé au rythme, si on veut, d'une nouvelle et au besoin, justement, de prêter attention tout particulièrement à la chute. Derek a mentionné la nouvelle Fallen Leaves, où vraiment ça se tenait à un mot. On ne savait pas si il voulait une fin ouverte et ça se tenait vraiment à un mot, j'oublie lequel. Mais donc, il y a eu plusieurs échanges par rapport à la fin de cette nouvelle-là. La toute première nouvelle aussi, je pense que j'ai dû réécrire le dernier paragraphe de la toute première nouvelle 3 ou 4 fois avant que j'en sois pleinement satisfait. Et donc, j'ai vraiment, vraiment essayé. Et c'est ça. Et puis Derek, c'est vraiment un maître du détail et des fins bien ficelées. Puis je voulais vraiment, vraiment, c'était important pour moi de rendre justice c'est ça, aux chutes de ces nouvelles-là. Oui, absolument. C'est une belle expression, en fait, l'art de la chute pour la nouvelle.
Puis, c'est parce que la neige des cocotiers a quelque chose de ficelé aussi à l'intérieur de ça. C'est comme si toutes ces chutes-là étaient un genre de mini-chute pour se rendre jusqu'à la toute fin du recueil. Donc, il y a quelque chose de très beau là-dedans. Puis, je crois que ce beau rythme-là ou cette progression-là, si on veut, a été gardé en français. Puis ça, je trouve que c'est vraiment un travail admirable. Donc, excellent. And one last question then for the both of you. What are you working on these days? Donc, sur quoi vous travaillez en ce moment? Rock, paper, scissors, Derek? All right. One, 1, 2, 3. Oh, no. Oh! C'est toi. Okay. Wait, I win. So does that mean I can let you go first? You can. You get to decide if you want to go first. Okay. I'll get it over with then. Okay. Okay. En fait, curieusement, Derek et moi, on est à des stades assez semblables dans nos parcours littéraires, si on veut. On a chacun publié notre... On a tous les deux, chacun publié nos nouvelles dans des revues. Ouais. D'abord, lui du côté anglais, moi du côté francophone. Chacun sorti notre premier recueil de nouvelles en 2019. Et on est tous les deux en train de travailler présentement sur notre premier roman. Donc, en fait, c'est le fun. Parfois, quand on ne parlait pas de la traduction du livre, on parlait de littérature, puis de nos projets. Puis c'était le fun de voir qu'on était un peu au même stade dans notre carrière, si on veut, littéraire. Oui. Voilà. Donc, un premier roman pour toi. Et d'autres projets de traduction? C'est ça, certains, des poèmes de l'allemand vers le français et l'anglais récemment. Et qui sait, une première incursion dans le monde d'un livre traduit. On espère que ce ne sera pas la dernière. Absolument. And Derek? It's funny, I think we can tell the same story, but when we met in the park, we were kind of at the same stage on the second book. And I meant to say this earlier, but it was funny working with Paul. He emailed me like way before, like even before we had like funding, and like he was like that excited to work on it, and then he even like just started translating the first one just for fun, and like that definitely shows like the level of kind of enthusiasm and just the level of care that he put into it. You can definitely tell like this is someone who's like really on board to making this translation just the best that it can be. So I'm thrilled with that. And then I got to read, Paul had sent me a couple of his stories, or his translated stories, and I just love them as well. So I'm just really glad that to have someone who like deeply cares about language and stories. So we were talking, like we're both working on a novel. Mine is it's very different than this one. It's a speculative fiction. It's almost like a portal fantasy type book. And then I just found, so I can share the news now. I have like a kid's book coming out too. Exciting. So it's going to be with Owl Kids, and it's called 100 Chaparties, and it's about a grandfather and a son. Kind of they make 100 chapartis, but they're waiting for a baby to be born, and that's coming out in 2023, I think. Yeah. Okay. Exciting. Yeah. Donc, Derek, un peu comme Paul, travaille sur un premier roman, un peu plus loin de l'univers de Coconut Dreams, donc dans l'univers de la fiction d'anticipation, de la littérature d'anticipation, un peu de fantasy. Et en 2023, va publier un premier album pour enfants, donc 100 Chaparties, qui est it's a bread, right? It's a pastry? It's kind of like Would you say flat pastry or bread?
Bread, like a bread. Yeah. OK. Oui, donc comme un pain. Donc, un grand-papa et son petit-fils qui font 100 chaparties en attendant l'arrivée d'un nouveau bébé. Donc, un album pour enfants. Derek, all your books make me hungry. I know. Stop it. Please. Are you a good Indian cook, food. actually? Do you cook? Or I are you do. just putting it all in your work because you can't cook? Probably more the latter. No, I do cook, but not Okay. nearly as well as the people some of in my your family book. members. Yeah. OK. Donc, merci à vous deux d'avoir été présents pour cette discussion. Thank you, Derek. Thank you, Paul. Un petit rappel, donc, La neige des cocotiers, qui est le premier titre de la collection Vertiges, traduction aux éditions L'Interligne. Donc, c'est une traduction de Paul Ruban. C'est en librairie depuis le 20 octobre, donc mercredi de cette semaine. C'est une traduction de Coconut Dreams de Derek Mascarenhas, publiée en 2019 chez Book Hug à Toronto, qui est disponible en librairie aussi, si on veut lire les deux, avoir encore plus faim. Donc, je rappelle que la discussion d'aujourd'hui, on a le soutien financier du programme de traduction du Conseil des arts du Canada. Je suis Mishka Lavigne, la directrice de la collection Vertiges Traduction chez l'Interligne. Notre deuxième titre va être publié au printemps. Ça va être une traduction de Benoît Laflamme du roman Through the Sad Woods Our Corpses Will Hang de Eva Farmery. Donc, on s'en va vers le mois de mars 2022 pour cette prochaine publication. Et on a très hâte aussi. Donc, merci Paul. Merci Derek. Thank you so much for being here today. Thank you for taking the time. I think this is a great opportunity to share about translation because it is a meeting, it is a moment of sharing. And I do believe profoundly that translation is something that there should be a lot more of. Yeah. So I'm very, very excited to present this first translation for les Éditions L'Interligne. Alors, merci et à la prochaine fois, on espère, peut-être pour le roman de Derek par la suite. Et un grand merci à toi, Mishka, and a huge thank you to you, Mr. Mascarenhas, for trusting me with the Pinto family stories. It was a huge privilege, really. Oh, thank you again to both of you. Thank you. À bientôt.